Il est 19h30 à Cotonou, 19h30 partout au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Entre 1972 et 1990, durant la période de la Révolution au Bénin, la femme béninoise a occupé une place plus active dans la société, une époque de profonds changements dont les effets se font sentir aujourd'hui dans l'émission Free Speech. Christelle Rondongo revient sur cette évolution. Vous la retrouverez en début d'édition. À l'ère du numérique, les réseaux sociaux sont devenus des outils incontournables dans le quotidien des apprenants. Leur usage régulier influence les modes d'expression. Pour mieux comprendre cet impact, un coach en éducation nous livre son analyse. L'actualité internationale nous conduit ce soir au Cameroun où 13 jeunes kidnappés sur l'As Ouazakousséri par des éléments présumés de Boko Haram ont retrouvé la liberté à l'issue d'une intervention de l'armée camerounaise appuyée par le BIR. Pendant des siècles, la femme béninoise a été cantonnée à des rôles traditionnels, principalement ceux d'épouse et de mère. Avec la révolution de 1972, un nouveau discours s'est imposé, prônant son émancipation et sa participation active à la vie politique. Dès lors, elle a pris une place plus importante dans la société. Ces profondes transformations continuent d'influencer le Bénin. Dans l'émission Free Speech, Christelle Rondongo revient sur cette évolution. Écoutons un extrait de ses propos. Nous avons eu une évolution où la femme, elle peut être médecin, la femme, elle est dans le milieu juridique, judiciaire, avocate, nous avons, etc. Mais nous ne les avons pas en position de force, en position de décision, comme on peut avoir des femmes ministres, des femmes députées, etc. C'est la période révolutionnaire, permettez-moi la tautologie, qui a révolutionné un peu l'engagement de la femme au sein donc de notre République. Et avec modestie, quand nous regardons, nous faisons le point, je pense que la période qui a donné plus de place à la femme, quand je parle de plus de femmes à la femme, la période qui a montré que la femme peut arriver dans l'engagement politique, mais en commençant l'apprentissage à la base, par la formation, c'est la période révolutionnaire, avec la création, bien entendu, des organisations structurées, de militantisme féminin et de formation de la femme. De telle sorte que vous verrez qu'au temps de la Révolution, les femmes ont gravi les échelons. Elles militent dans les cellules, elles évoluent au point où elles ont été dans le commandement territorial de notre pays. Elles sont nombreuses à avoir occupé des fonctions. Elles sont dans les, au niveau circonscription, au niveau préfectoral, au niveau de ce que nous appelions en son temps les districts, etc. C'est cette période qui a donné une émulation à la capacité de la femme béninoise de porter la chose politique. Et en cette période-là, la main a été plus donnée aux femmes au niveau donc de leur structure de base, qu'elles s'organisent, qu'elles s'affirment et que ça soit encadré. Aujourd'hui, nous avons plus évolué. Et au sein de nos partis politiques, qu'on le veuille ou non, il y a plus d'intelligence féminine, il y a plus de monde et il y a plus de concurrence. Nous sommes aujourd'hui dans un milieu concurrentiel, très concurrentiel. Et nous sommes dans un milieu d'adversité, qu'on le veuille ou non. Dans un même parti politique, il y aura des adversités parce qu'il y a la compétition, non pas de méchanceté, mais parce qu'il y a la compétition. De telle sorte que, il faut le dire, quelqu'un a dit dans ce pays, il faut appeler un chat un chat. Il faut le dire, le mal a un peu peur d'une organisation solide des femmes. Dès qu'on va se départir de cette peur que nous avons de l'intelligence féminine, de la présence féminine avec les hommes, nous allons faire des merveilles. Et donc, nous devons travailler à dépasser cette étape en nous disant que toutes les intelligences sont la bienvenue pour que nous puissions construire donc notre nation de toutes les façons. C'est pas pour rien que l'homme et la femme ont été créés. Il faut que nous puissions arriver à avoir l'équilibre qu'il faut pour mener donc bien à terme le développement donc de notre pays. Autre volet de l'actualité, les réseaux sociaux occupent une place centrale dans la communication des apprenants, influençant leurs pratiques langagières. En favorisant l'instantanéité, ils donnent naissance à de nouvelles formes d'expression, souvent marquées par des abréviations du langage familier. Quel est l'impact des réseaux sociaux sur le niveau de langue des apprenants? La réponse dans cet élément.
À la faveur de l'évolution des technologies de l'information, les réseaux sociaux sont devenus la chose la plus courante et beaucoup de jeunes ne se font pas prier pour aller sur les réseaux sociaux, télécharger et passer, suivre donc, n'est-ce pas, des spots qui passent tous azimuts. Mais le problème est que ceux qui mettent certaines informations ou qui font des spots ou bien qui relaient les informations ne sont pas toujours des personnes qui ont eux-mêmes d'abord une maîtrise suffisante de la langue. Et ce ne sont pas toujours des personnes qui savent proprement parler en tenant compte donc, n'est-ce pas, de la moralité du discours, de l'éthique que doit comporter le message. Ils libèrent seulement selon leur inspiration et selon leur capacité langagière. Mais le jeune qui est encore à l'école et qui suit, n'est-ce pas, et qui télécharge, ça l'amuse. Première chose, il va croire que tout ce que l'autre dit se dit de cette manière-là. Si lui-même n'a pas la culture qu'il faut, il va croire que c'est de cette façon qu'on le dit. Or, sur les réseaux sociaux, celui qui parle peut être proprement en train, donc, n'est-ce pas, de parler un charabia déroutant, mais ça lui permet juste de passer son information. Mais le jeune va croire qu'on peut dire ça de cette manière-là. Première chose, il va prendre donc, n'est-ce pas, dans son système langagier, il va prendre donc, n'est-ce pas, des expressions, des mots qui, en fait, n'ont pas de sens ou ne s'emploient pas comme cela. Deuxième chose, il va croire que la manière même dont on communique, qu'il peut imiter et dire la même chose, il va commencer parfois par écorcher, même, n'est-ce pas, des grandes personnes dans son langage, s'il n'a pas la maturité requise pour faire la part des choses. Ils vont parfois s'amuser, ils jouent sur ces informations qui passent sur les réseaux sociaux. On ne peut pas les en empêcher, mais normalement, il doit y avoir une réglementation. Vous savez, il y a, par exemple, dans certains pays, une réglementation telle que les enfants, lorsqu'ils veulent aller, donc, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, le système même leur demande leur âge. Et en fonction de leur âge, les sites sur lesquels ils peuvent aller sont définis. Si c'est pour aller faire des recherches, si c'est pour des informations d'ordre scolaire ou pour sa culture, ça s'ouvre à lui. Mais si c'est pour aller voir tout ce qui se raconte ou des scènes impossibles, ça ne s'ouvre pas. La langue est un outil de communication par excellence. Et lorsque nous nous mettons dans la rue, la langue permet de communiquer et on n'y met pas les soins et toutes les mesures que l'on met dans un cadre scolaire, dans un cadre académique. Or, sur les jeunes, nous parlons donc, n'est-ce pas, des enfants en âge scolarisable et qui ont besoin d'apprendre à mieux communiquer, à bien parler et qui ont besoin de connaître les mots justes. Est-ce que vous voyez? Alors, à ce niveau, il faudrait effectivement que dans leur évolution, ils sachent que tout ne se dit pas. Et s'il ne comprend pas, il va donc tout se permettre par les livres qu'ils doivent, n'est-ce pas, s'instruire, s'informer et améliorer leur capacité langagière. Deuxième chose, il faudrait que même lorsqu'ils vont sur les réseaux sociaux, qu'ils sachent, n'est-ce pas, quoi voir, quoi sélectionner, quoi jouer, quoi enregistrer. Parce que tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon. Il faut sélectionner et ne pas, donc, n'est-ce pas, s'habituer à recopier ce qui est mauvais, de peur que cela prenne le dessus. Donc, il faut qu'ils reprennent, donc, n'est-ce pas, le goût de la lecture. Il faut qu'ils suivent des émissions, des débats sur lesquels les personnes qui interviennent pourront soigner un peu, donc, n'est-ce pas, leur niveau de communication, leur langage et soigner la manière dont ils parlent la langue. Le nom que porte un enfant n'est jamais anodin. Bien plus qu'une simple étiquette administrative, il constitue le premier lien entre l'enfant et le monde qui l'entoure.
Dès la naissance, le nom façonne l'identité, forge le sentiment d'appartenance et peut même influencer la perception que les autres ont de lui. Quel nom il faut donner aux enfants? La réponse dans cet élément. Un nom est une vie, une vision pour l'être humain qu'une femme et un homme a mis au monde. Par le nom, l'enfant peut devenir grand. Le nom aussi, c'est un esprit qui fait avancer l'individu compte tenu du côté spirituel du nom. Quand nous portons des noms, ce n'est pas simplement qu'on m'appelle El Pidio pour le nom. Ça a une vision, un sens qui m'oriente tout au long de la vie. Je donne un exemple. Moi, on m'appelle El Pidio Paulin, mon prénom. Mais ce n'est pas Paulin que les Français disent là. Mon nom, c'est Paul 1. C'est P2L. O-L-O-N. C'est-à-dire c'est un nom allemand que les Français ont transformé Paulin. C'est le pôle nord. C'est pour s'orienter. Mon nom me permet de m'orienter. À faire le bon choix de ma vie. À réfléchir pour aller de l'avant. Et le matin, quand moi je me réveille, j'invoque mon âme, mon esprit à travers mon nom, pour ne pas dire mon subconscient. On t'appelle peut-être un Ndéwé, ou bien Bertomayon. Quand on dit Bertomayon, c'est toi-même qui fera que l'homme ne serait pas bon. Bertomayon, en fond quoi, littéralement. L'homme n'est pas bon, c'est quelque chose de ce genre. Toi-même, tu vas commencer par faire des choses qui vont t'amener à faire choses à ce prénom, bien à ce nom. Toi-même, tu vas démontrer que Bertomayon, à travers tes actes, qui te donnent raison que Bertomayon. Donc, le nom pourrait avoir un impact effectivement sur son porteur. Vous mettez un enfant au monde. Obligatoirement, il doit avoir un nom. Les mauvais noms ont des répercussions négatives sur toute vie humaine. Comme aussi, si je vais prendre la voie de la philosophie, sur l'animal aussi. Pourquoi les hommes aiment élever dans leur parc privé ceux qui ont de l'argent, la biche, l'antilope, et la pendade, et le paon, etc., etc. C'est parce que ces noms sont des noms de bonheur, de douceur. Et pourquoi les gens n'élèvent pas dans leur maison le lion en plein air? Ils savent qu'il y a le danger là. Donc, l'individu que je suis, avant de donner un nom à un enfant de la famille Anani Ayou, je dois réfléchir et concerter les sages, les grands frères et autres. Pourquoi dans notre culture béninoise, les familles, pour sortir un enfant et lui donner un nom, c'est toute la famille qui s'assoit la veille d'abord et prépare des réunions pour savoir quel nom faudrait-il donner à ce nouveau venu dans la famille. C'est parce que les parents savent que donner un mauvais nom, toute la vie de l'enfant serait du catastrophe. Dans notre culture endogène, c'est ça en fait. Un nom n'a jamais donné au hasard. Ça donne le nom, c'est que des noms portent des actes du moment au fait. Nous, Africains en général et Béninois en particulier, nous sommes tellement aveuglés par l'ignorance que les Français nous ont inculqué et nous rejetons tout ce qui est positif dans la culture africaine. Et c'est cela qui nous a arriérés jusqu'ici. Nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous sommes la copie de l'Occident. Et comment est-ce que vous pouvez vous développer avec la langue de quelqu'un d'autre? C'est idiot. Nous ne devons pas nous développer avec les noms français. Je refuse.
Intéressons-nous à présent à l'actualité au-delà de nos frontières. Les Togolais attendent toujours la formation de nouveaux gouvernements après la démission de l'ancienne équipe du 2 mai. La démission a eu lieu à la veille de la prestation de serment de Faure Gnassingbé comme président du Conseil dans le cadre du passage à la 5e République, toujours contesté par une partie de l'opposition et de la société civile. Le reportage. Alors que les ministres démissionnaires expédient les affaires courantes depuis le 2 mai, le Togo attend toujours sa nouvelle équipe gouvernementale. Pour le porte-parole du Front Touche pas à ma constitution, cité par RFI, le président du Conseil des ministres, Faure Gnassingbé, peine à former le premier gouvernement de la 5e République en raison des difficultés auxquelles il est confronté. Les partisans du pouvoir, en revanche, sont persuadés que la situation est loin d'être exceptionnelle, affirmant que Faure Gnassingbé peut prendre le temps nécessaire afin de mettre en place le nouvel exécutif. Alors que le climat politique reste tendu dans le pays d'Afrique de l'Ouest, l'opposition togolaise est vent debout. Elle manifeste contre les changements politiques opérés par le pouvoir, principalement le maintien de Faure Gnassingbé à la tête de l'appareil gouvernemental. Les opposants promettent de descendre une nouvelle fois dans la rue cette semaine. Ils étaient portés disparus depuis le 13 août dernier. 13 jeunes, dont 6 Camerounais et 3 Tchadiens, enlevés sur l'As Ouazakoussiri ont été libérés. Selon les autorités, ils avaient été kidnappés par des membres présumés de Boko Haram. Leur libération a été rendue possible grâce à une opération conjointe menée par le BIR et l'armée camerounaise sur le sol nigérian. Suivant. 13 jeunes otages kidnappés à Zigagé au Cameroun sur la route de Ouazakoussiri par des hommes suspectés d'appartenir à Boko Haram sont de retour à Maroua. Ils ont été libérés après une traque de l'armée camerounaise et de la BIR en profondeur du territoire nigérian. Parmi eux, 3 Tchadiens, 10 élèves camerounais qui avaient disparu depuis le 13 août dernier. Recevant les enfants ce jour à Maroua, le gouverneur annonce la mort d'un des otages. 11 autres otages ont été amenés au Nigeria en profondeur. Grâce au concours de toutes les forces, ville, gendarmerie, armée, militaire, forces multinationales et les comités de vigilance, et même les forces vives de la population, chacun a joué sa partition. Nous les avons libérés aujourd'hui. Malheureusement, M. Bessala Briand a été tué. Malheureusement, à Yaoundé, cette mère dont les 5 enfants ont été kidnappés dans ce bus alors qu'ils revenaient de vacances a appris l'exécution sommaire de son fils, faute de paiement de la rançon. Une situation qui a ému les Camerounais et des lanceurs d'alerte qui ont levé près de 6 millions de francs CFA en 24 heures pour l'aider à payer la rançon exigée. Je suis triste par rapport à celui qui n'y est pas et un peu contente pour ceux qui sont là. Pour celui qui n'est pas là, je continue à demander au gouvernement que je veux le corps de l'enfant qui n'a pas été retrouvé pour que je puisse faire son deuil. Alors que la résurgence des attaques de la secte font rage dans le Logone et Chari, le Mayo Sava et le Maïd Sanaga, les enlèvements sont devenus quotidiens, une situation qui inquiète à quelques semaines de l'élection. Au Botswana, les hôpitaux se sont retrouvés à court de médicaments en raison de problèmes de financement public et de la réduction de l'aide américaine. L'état d'urgence sanitaire a été déclaré ce lundi. Le président Douma Boko a reconnu que la chaîne d'approvisionnement en médicaments du pays était défaillante et a annoncé un financement d'urgence. Le reportage. Au Botswana, le président Douma Boko a déclaré lundi l'état d'urgence sanitaire, rapporte Reuters. Les cliniques et hôpitaux du pays sont à court de médicaments, perturbant l'accès aux soins. La pénurie concerne les produits contre l'hypertension, le cancer et le diabète, entre autres, alors que début août, le ministère de la Santé tirait la sonnette d'alarme face au manque de médicaments dans les structures sanitaires du pays d'Afrique australe. Les autorités mettent en avant l'échec de la chaîne nationale d'approvisionnement médical entre surfacturation et défaillance du système de distribution de produits.
Pour tenter d'inverser la tendance, le gouvernement dit avoir mobilisé en urgence plus de 17 millions de dollars pour l'approvisionnement en fournitures médicales. Le Botswana fait face à une austérité budgétaire au regard du ralentissement des prix du diamant, sa principale source de revenus. Donald Trump a ravivé ce lundi le dossier nord-coréen en déclarant souhaiter rencontrer à nouveau Kim Jong-un. Cette annonce est intervenue lors de la visite à la Maison-Blanche du président sud-coréen, un tête-à-tête qui avait débuté sous tension avant de tourner à la réconciliation. C'est après moi. Alors qu'il recevait le président sud-coréen lundi, le président américain a dit vouloir rencontrer cette année le dirigeant nord-coréen. Donald Trump avait rencontré Kim Jong-un à 3 reprises lors de son premier passage à la Maison-Blanche entre 2017 et 2021. Le locataire de la Maison-Blanche dit connaître le président nord-coréen presque mieux que quiconque. J'ai de très bonnes relations avec Kim Jong-un en Corée du Nord. Je veux dire, beaucoup de gens disaient « Oh, c'est terrible ». Non, c'est une bonne chose. En fait, je le verrai un jour. J'ai hâte de le voir. Il a été très gentil avec moi. Nous avons eu 2 réunions. Nous nous sommes très bien entendus. Je le connais mieux que vous. Je le connais mieux que quiconque ou presque à part sa sœur. Sa sœur le connaît assez bien. Moi, je le connais bien et je m'entends bien avec lui. Je ne suis pas censé dire que je l'aime parce que si je le fais, je ferai la une des médias spécialistes des fake news. Mais je me suis très bien entendu avec lui et nous n'avons eu aucun problème. Le président américain a affirmé par ailleurs que la Corée du Nord, qui possède l'arme nucléaire, a effectué moins de tests de missiles depuis son retour à la tête des États-Unis en janvier dernier. Et voilà, nous sommes à la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.